bagarre, bagarreuse, bonsoir, bienvenue au Bar des légendes. Ce soir, on reçoit Daniel Voirin, légende des sports de combat, coach de légende, et Jeep, coach de légende à son niveau aussi. N'hésitez pas à partager émission exceptionnelle ce soir avec Daniel Voirin, qu'on ne présente plus. Daniel Voirin, première question qu'on a à te poser, ça fait quoi d'être une légende? Franchement, je me vois pas du tout de légende. Sérieux, je suis un mec normal. Je kiffe mon travail, j'ai de la chance. Et bon, la chance, ça se provoque. Et franchement, pouvoir travailler dans une chose qu'on aime, c'est du luxe. Après, tu as quand même t'as du talent, mais le talent, ça se travaille. Tu as quand même cette intelligence. Il faut quand même dire, tu es entraîné les plus grands. Je te laisse les citer, vu que On va pas les citer. On va pas les citer. Bon, on va peut-être les citer. Bon, grosso modo, tous les grands champions du MMA. De l'UFC, de 2000. Des années 2000. De 2002. Ouais, une époque incroyable Voilà. en plus. Une époque incroyable. L'âge d'or de l'UFC. Les l'âge d'or en plus de l'UFC, donc tu les as tous eus. Voilà. Mais qu'on sait quand il y a un grand combattant, très honnêtement, il y a forcément un grand coach derrière. Ce qui était le cas. Anderson Silva, vu qu'on ne cite personne, Anderson Silva, tu étais quand même son coach, il a gagné 3 ceintures, tu étais quand même derrière. Tu n'étais peut-être pas le head coach, ok, mais grâce à toi, il a quand même développé sa boxe taille et il a quand même gagné des combats grâce à ce que tu as inventé. Non mais c'est clair. Il faut quand même le dire. D'ailleurs, il y a une technique, il y a une technique, je le dis tout le temps, c'est cette fameuse technique de la saisie de la jambe, parce que les gens ne se rendent pas compte. En Muay Thai, on saisit les middle, mais les low kicks, on ne les saisit pas. Oui. C'est ce qu'ils disent. Mais maintenant, ils les saisissent maintenant, tu regardes. Et à l'époque, moi, je montrais cette technique en MMA et tout le monde rigolait un peu de moi. C'est pas qui il disait, ouais, non, mais Daniel. Parce sauf que, voilà. Non, voilà, exactement. Je commençais à être connu, mais bon. Et quand je l'ai fait avec Anderson, j'ai voyagé avec lui, c'était mon premier voyage, c'était à Las Vegas. Il a rencontré James Servine. Sur un kick, il saisit la jambe, il le met KO, un truc incroyable. Il prend la jambe, il lui met derrière, il le termine. Il l'emmène au sol et il l'achève. Il le termine et il faut savoir que ça m'a fait vraiment, ça m'a fait exploser au Brésil. Et une chose importante, c'est ça, ce que moi j'avais trouvé incroyable ce jour-là, dans le vestiaire, l'arbitre c'était Yamazaki. Vous vous rappelez? C'était un Brésilien. Et ce qu'il lui a dit avant de combattre, moi ça m'a fait halluciner. Il lui a dit, s'il tombe, tu me laisses le terminer. Tu m'arrêtes pas tout de suite. Et d'ailleurs, on le voit, il est KO, il continue, il l'a laissé. Oui, il le laisse, c'est pour te dire le gars dans l'esprit où il était. Il savait qu'il allait le sécher, juste avant le combat. Ouais, et d'ailleurs, il gagne, tu as tous les coachs qui rentrent, toi tu rentres pas, tu es à l'extérieur de la cage. Et qui va embrasser? Oui, il vient me voir, bah oui. En préparant le combat, on a vu cette image où t'es comme ça, la cage, il vient venir te voir. C'est ça, toi tu lui dis clairement, bah gars, non, mais c'est ce que je t'avais dit, il est venu me voir et tout. Il vient te voir, il te dit. Ça va être un moment inoubliable quand même. Ouais, c'est un moment inoubliable. Et ce qui m'avait fait plaisir, c'est qu'une fois, il y avait eu un gros reportage sur lui, ça s'appelait All Access. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, ils ne le font plus à l'UFC. C'est-à-dire que sur les combattants, ils venaient chez eux au Brésil, il était venu au Brésil, et Anderson avait dit à All Access que je lui avais fait passer un niveau. Peut-être que la bagarre fera ça d'ailleurs. Et ça m'avait fait. Ça a fait plaisir parce qu'en fait, il met en image le travail. Non, ça fait. Ouais, c'est incroyable. Mais on est dans une bulle, donc on s'en rend pas trop compte en fait. Parce qu'on vit dans une bulle, on se déplace dans la bulle et voilà. À la rigueur, ça avait fait ça qu'une seule fois. On veut bien, mais tu l'as reproduit ça. Oui, là où ça a impressionné les Brésiliens, c'est quand je suis parti à la Team Quest avec Dan. Parce qu'avec Dan, on a gagné énormément de combats incroyables. Il a fait les combats avec Shogun, les deux. On va s'en plaindre. Dan Anderson, Endo pour les intimes, qui a deux bombes dans les mains. Il a Fedor, on a gagné la ceinture du Strike Force. Il a mis KO Fedor. Sur un combat incroyable. L'empereur. Si vous regardez ce combat où Fedor a le dessus quand même au début du combat, il le met à terre. Dan le retourne, il se relève, il le met KO. Incroyable. C'est exceptionnel. Et attention, c'était un combat poids lourd. Dan n'était pas au poids, il a dû boire de l'eau pour faire le poids. C'est ouf. Parce que tu sais, t'as un poids minimum. T'as un poids minimum. Donc il a picolé de la flotte et il est monté sur la balance. Normalement, tu sèches. Ouais, lui, tu te déshydrates. Lui, c'est le contraire. Il pourrait taper qui? Fedor. Non, mais lui, laisse tomber. Non, mais donc, ouais, pour en revenir à Anderson, ouais, c'était. Mais bon, déjà, j'avais fait vraiment mon nom avec Machida aussi. Donc, grosso modo, aux États-Unis, au Brésil, il n'y a rien à dire. Tu es qui tu es, donc un coach plus que respecté, un coach que tout le monde veut avoir d'ailleurs, parce que ça aussi, il faut le dire. On venait vraiment vouloir t'avoir, Belfort, etc. D'autres veulent. Voilà. Là, tu décides, pour des raisons qui te sont propres, de revenir en France. Oui. Après 15 ans, j'avais un peu saturé. 8 ans aux États-Unis.
Après, j'ai enchaîné direct la Californie. Ouais. Les 5 premières années, ça allait. Après, ça commence à devenir dur. C'est dur les États-Unis, Ouais. surtout quand tu es en famille. Et c'est un boulot qui est très instable, le MMA. C'est-à-dire que du jour au Ouais, du lendemain, jour au tu lendemain, perds peux ton te emploi. retrouver sans rien. Voilà. Et donc, c'est très cher, la vie est très chère. Et franchement, c'était dur. Toi qui as connu les grandes salles et les grands effectivement, combattants, comment ça se passe la gestion des égos déjà dans une salle? Parce que déjà dans une salle classique, on va dire, il y a des égos, on est tous combattants et voilà, tu vas être le meilleur de ta salle. Là, c'est vraiment des stars en plus qui viennent s'entraîner ensemble. Comment tu gères ça, toi, à ton niveau en tant que coach pied-point, où il y a des mecs qui sont parfois dans la même catégorie en plus à l'UFC? Comment tu gères ces égos au niveau d'une salle? Bah, c'est compliqué, hein. D'ailleurs, on a vu Belfort et Anderson. Ça s'est mal passé, puisqu'en plus ils combattaient dans la même catégorie de l'UFC, donc il y a sécession. Hein. Bah ouais. Il y en a un Moi, qui part, quoi, au final. voilà, moi je pouvais plus D'accord. entraîner Belfort, je suis resté avec Anderson parce qu'il me payait et puis en fait j'entraînais à plein temps. D'accord. Et voilà, quoi, il ne faut pas mettre des superstars ensemble, hein, Ouais. ça c'est sûr. Il y en a une, ça suffit, après c'est très compliqué, très Si on très va compliqué. même un peu au-delà de cette question, est-ce que pour toi, est-ce qu'il y a un nombre maximum à pas dépasser, à pas dépasser lorsque tu entraînes? C'est-à-dire, est-ce que tu peux entraîner 4, 5, 6, 7 combattants, toi en tant que coach? Combien de combattants professionnels de haut niveau, de très haut niveau, qui peuvent remporter un titre? Combien de combattants tu peux avoir? Ah non, tu peux pas. Déjà, si tu as un combattant comme Anderson, déjà c'est un travail à plein temps. D'accord. C'est-à-dire que tu peux pas avoir 7 combattants. Quand j'ai fait la team elite, j'avais 6-7 combattants, Venom. ingérable. J'y allais, mais surbooké, parce que je faisais en plus des cours commerciaux. D'accord. Tu peux pas. Donc un combattant comme Anderson qui combat à l'UFC, c'est exigeant, il te paye bien. Donc il faut que tu sois toujours disponible, tu peux pas. Et puis même physiquement. Je me rappelle à la Black House, quand j'entraînais à la Black House, quand j'étais à la Team Quest aux États-Unis, parce qu'il y avait la Black House Brésil. Après, il y a eu la Black House, parce que la première Black House était au Brésil. oui. Après, elle était à Los Angeles. Mais moi, entre-temps, j'étais avec Dan Anderson. J'ai travaillé 4 ans. Après, j'ai arrêté. Et je suis retourné à la Black House, où j'ai rentraîné Machida et Anderson. Donc, j'étais sollicité par les deux. Et j'avais plein d'autres petits combattants de l'UFC. Ils me demandaient, ils me payaient. Et je ne pouvais pas les entraîner. J'étais même Ouais, au niveau- 100% dédié, Voilà, puis mon corps, même des fois, quand je faisais la leçon et tout, des fois, je passais le week-end, je sortais pas, j'avais mal partout. Je sais pas comment t'expliquer. tenir les pas au c'est gros ça, Anderson. c'est ça, Je pense que c'est t'as ça. pas besoin J'avais une d'expliquer. douleur musculaire, Non, mais voilà, un truc c'est ça. horrible. Ouais. Mais une fatigue, C'est ça. comme si je sais, tu étais vidé de tout. T'es un coach qui s'est investi, t'es pas simplement là en train de dire fais ci, fais Ouais, ça non, à quelqu'un d'autre qui c'est connaît pas, c'est pas manager. C'est Hein, ça, c'est- c'est donc ça. en plus c'est striking, il y a les kicks, il y a les. Et non, tu peux pas. Tu prends des impacts. Moi, Il y a un moment, si tu prends. De toute façon, dans toutes les teams professionnelles où il y a beaucoup de combattants, tu remarqueras. Là où il y a beaucoup de combattants, ils perdent beaucoup. 90% des combats, ils perdent. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne peuvent pas entraîner tout le monde, donc ils commencent à déléguer avec des gars qui ont des moins de niveau. Ils acceptent des combats alors qu'ils ne devraient pas accepter. Oui, tu tu es vois? moins focus sur ton combattant. et Exactement, tu ne peux pas. Et je veux dire, et un coach, il ne peut pas tout gérer. Donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs coachs, mais même comme ça. Regarde, tu prends l'exemple de l'America Top Team. Ils ont, je crois, plus d'une centaine de combattants. Les coachs ne sont jamais chez eux. Comment tu veux connaître le combattant, toi? Ouais. Et puis, à un moment, tu satures, même mentalement. Je veux dire, le mec, tu ne peux pas performer. Coach aux États-Unis, donc, tu as dire que tu en vis bien. Est-ce que t'en Oui, vis très pas bien tout le monde. Pas tout le monde. Non, D'accord. ça dépend des coachs. Ça dépend des coachs. Moi, je suis l'un des rares coachs dans le monde qui vivait bien de. Attention, c'est pas tous les coachs. D'accord. Ça, c'est une illusion. Hein. C'est les managers qui se font le plus d'argent. C'est pas les coachs. Donc en clair, quand tu es un coach qui vit, comme tu disais, l'un des rares à vivre très bien dans le monde, ça prouve que tu es quelqu'un quand même de qualité. C'est-à-dire que ton métier il est reconnu, que ce que tu es intrinsèquement, ce que tu donnes à tes combattants, c'est reconnu dans le monde. Voilà. Mais c'est clair, parce que la preuve, hein, je suis revenu en France, en 2 ans et demi, je mets un gars à l'UFC qui a fait ça. Bah, voilà, ça c'est une question c'est que tu vois, on pourrait se poser nous, c'est-à-dire tu reviens en France, tu es qui tu es, c'est-à-dire le coach, voilà, ou l'un des meilleurs coachs au monde au MMA. Comment ça se fait que tu arrives en France et qu'on ne te permette pas, que quelqu'un ne vienne pas te voir, un manager, une team de grande ampleur, que ça se fait pas, ça se crée pas autour de toi? Mais parce qu'en fait, il y a des jalousies. Il faut savoir que l'être humain, c'est comme ça. Ça va peut-être être dur ce que je dis, mais généralement, les médiocres restent entre les médiocres. Tu comprends ce que je veux dire? Mais ça, c'est la vérité. Si toi, tu es au-dessus de tout le monde, on va te mettre de côté. Parce qu'ils ont peur que tu leur fasses de l'ombre. Alors que c'est bête. Alors qu'au contraire. Exactement. Voilà. Et Tu souvent, reviens à c'est ça. l'époque où le MMA n'est pas encore légalisé en France. Exactement. Donc, Il y a ils tout ont. à faire, tout à monter. Bah oui. Enfin, autant se mettre ensemble et créer un truc. Non, mais ça, c'est pas doucement, possible. Il y a des égos. Donc, c'est pas. Je le vois. Hein, nul n'est prophète en son pays, on le voit bien. Et bah, c'est dommageable et puis c'est regrettable. Parce que là, justement, on rebondit ce que tu viens de dire. Ouais, en 2 ans et demi, tu mets un combattant qui est Bono Sani à l'UFC,
qui fait le combat qu'il fait en plus, bref, vraiment quelque chose d'impressionnant. Un gars qui fait 8 victoires, voilà, qui remporte ses premiers combats, qui venait pas en plus du MMA, qui vient du sol, que tu as repéré justement à l'époque. Ouais, quand j'ai créé la Team Elite. La Team Elite au Venom. Et malgré tout ça, aujourd'hui, je suis désolé, hein, ça nous fait de la peine, parce que tu sais à quel point voilà, tout le bien qu'on pense de toi. Bah, franchement, tu parles même à des combattants MMA, entre guillemets en amateur, genre des Daniel Voirin, beaucoup d'entre eux ne savent même pas qui c'est. Oui, mais parce que c'est la médiatisation. Les gens, ils regardent souvent les mêmes médias. Du coup, est-ce que ça vient de toi qui te met pas en avant ou est-ce que c'est vraiment le... Non, mais moi, je fais le strict nécessaire. J'ai pas envie de me mettre trop en avant non plus. Mon travail le fait tout seul. Hein. Oui, moi, je suis contacté dans le monde entier. Il parle pour toi, mais il parle pour toi ton travail, ça c'est clair. Pour nous, tu vois, pour nous. Mais entre guillemets, si tu vas voir, est-ce que la communication... Est-ce que tu ne pourrais pas faire, entre guillemets, une plus de communication autour de ton travail? Mais moi, je suis la vieille école, moi, c'est old school. Hein, ça me saoule déjà les trucs internet, je fais un effort. J'avais une page, je l'ai dégagée. J'avais un truc YouTube, j'ai dégagé. J'en ai eu marre. C'est très chronophage. Voilà, je veux dire, il y a un moment, je voulais même tout dégager. J'avais pas mal de followers sur Insta. Je me suis fait pirater au Brésil, j'ai pas compris. Et en fait, j'en avais rien à foutre. J'ai dit, ah, tiens, tant mieux, comme ça, je repars sur un. Je m'en fous, en fait. Là, je suis plus dans un. Comment dire? Je suis plus dans un délire. Comme je te dis, jour le jour, je prends du plaisir. Là, ce week-end, on a gagné une grosse compète. J'avance tranquillement, je voyage, voilà quoi. Si tu veux, il y a un moment, tu n'as même plus envie, quoi. Mais est-ce que tu te rends compte que d'ici 3-4 ans, on aura la même conversation et là, tu nous diras, bah, j'ai gagné le Bellator, j'ai un gars à l'UFC, j'en ai un deuxième, ils combattent pour le titre. Ouais, mais tu t'en rends quand même compte. C'est possible, parce que, regarde, là, par exemple, tu vois, moi, dans tous les combattants que j'ai, les petits combattants, j'ai plus de 90% de victoires. Hein. Moi, je gagne. Et même à l'époque, il y avait, c'est qui me suivait, un gars qui travaillait à RMC, je ne me rappelle plus qu'il y avait une émission. Même lui, il était venu un peu aux États-Unis, il me dit, mais tu gagnes souvent. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de victoires. J'ai énormément de victoires. Mais ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. Et à la limite, c'est pas grave, quoi. Je veux dire, c'est comme ça. Hein. Je veux dire, si ça me ramenait, si ça pouvait me permettre d'être mieux payé, pourquoi pas. Ouais, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que tu en vis confortablement? Là, oui, en fait, quand j'étais à Venom, moi, j'étais bien payé. Bon, maintenant, il y a le licenciement économique, donc je suis au chômage. D'accord. Mais ça va, j'ai du temps libre. Pourtant, ça existe toujours. Non, oui, mais je suis plus à Venom, moi. Oui, je sais. Non, parce que tu es licenciement économique, en général, quand on licencie pour motif économique, c'est qu'il y a un problème économique. Ouais. Ça existe toujours. Oui, mais ils ont le droit de rembaucher derrière. La preuve, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont le droit de rembaucher avec un autre nom. Oui. C'est incroyable, hein? Oui, mais comme quoi, c'était pas forcément économique. Oui, voilà. Bah oui, mais de toute façon, on a tous compris. Voilà. Mais il y a un proverbe qui dit vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc non. Puis honnêtement, j'avais fait le tour. Une collaboration. Voilà, moi j'avais fait le tour. De toute façon, ça me prenait un peu la tête. En fait, on n'était pas dans le même dans le même délire, quoi. Donc à la limite, vaut mieux se. Voilà, ça c'est. De toute façon, c'était même pas ma gym, je m'en fous. Moi, j'ai pas de gym. Hein. Oui, c'est ça qui est dingue. C'est ça, ouais. Moi, je suis il y a les sans domicile fixe. Moi, je suis un sans gym fixe. Ouais, viens, on va là. T'as jamais eu cette envie, justement, pas du tout. D'avoir ton truc à toi, non, pas du tout. Pas du tout. En fait, j'ai pas envie d'investir et être dépendant. Moi, tu sais, dans ma tête, je suis un voyageur. Tu vois, donc, et je peux avoir une opportunité de travailler à l'étranger. J'ai failli travailler à Evolve MMA, à Singapour. J'ai un Américain avec qui je travaillais qui m'a contacté. Il voulait me mettre absolument dans la team. Et c'était très très bien payé. Le boss, c'est le gars du One FC. D'accord. Et en fait, ça s'est pas fait parce qu'ils ont dû mettre quelqu'un, ce piston, quoi. Ouais, et lui, il était dégoûté. D'ailleurs, il est parti après. Il m'a dit, dommage, putain, ils te prennent un gars comme toi. Mais comme ils ne comprennent rien, c'est pareil. C'est pas parce que c'est le One FC, le mec a de l'argent, mais ils ne comprennent rien. D'ailleurs, son équipe, ils font que perdre. Parce qu'ils n'ont pas les méthodes d'entraînement, tu vois. C'est pas parce que tu ramènes des Thaïlandais que tu vas performer dans ton striking, hein. Tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, c'est curieux, mais bon, mais quand même, c'est comme ça, on n'y peut rien. Et quand il te rappelle maintenant, c'est pour être toujours coach pied-point taille ou vraiment pour non, être coach ouais, striking ou striking, mais bon, moi Parce que là, tu as un rôle maintenant de coach. Oui, là, c'est vraiment être coach. C'est là que c'est un peu plus. Est-ce que c'est plus valorisant quand même? Oui, moi, je préfère. Ouais, je préfère être coach. Ouais, c'est sympa parce qu'en fait, je gère tout. Voilà. Et j'ai montré que même en gérant tout, j'arrive en prenant des petits jeunes. Et c'est ça le kiff. Tu vois, justement, ce sera, je pense, la question qui va suivre. C'est est-ce que c'est plus intéressant pour toi à choisir de coacher des Anderson, des Dan, etc., des Machida, ou de faire ce que tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire prendre des petits gars, de les monter et de les emmener peut-être. Mais en fait, c'est des phases. Je suis passé par toutes les phases. Il faut savoir que moi, quand j'ai commencé avant d'entraîner Anderson, j'entraînais des gars de favela.
C'est-à-dire que c'était la RFT, la RFT, ouais. Rénovation Fighting. C'est moi qui les ai fait connaître en France. Je connais le leader depuis 1998. Je les ai fait connaître et si tu veux, j'ai commencé à travailler avec eux, j'ai eu des résultats, beaucoup de KO. C'est ça qui m'a fait connaître dans le monde du MMA brésilien. Donc j'ai commencé avec des petits. Hein. Et si tu veux, après, bon, je suis passé par plusieurs étapes. Les superstars, j'ai fait les superstars. Les superstars, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse plus. J'ai pas envie. Non, j'ai assez donné. C'est très compliqué. C'est trop exigeant. Sauf si vraiment il y a vraiment un vrai billet. Sinon, je ne le fais pas. C'est quand même intéressant financièrement. Voilà, il faut que ça soit intéressant financièrement. Un camp d'entraînement, le mec qui m'appelle, il me paye vraiment bien. Allez, c'est parti, on fait un camp d'entraînement. Un ordre de salaire, un ordre de prix sur c'est quoi un camp d'entraînement qui paye bien? Un head coach, pas un head coach, un coach. C'est pas énorme. Hein. Des fois, tu pars avec un 15 000, ça dépend. Et moi, j'avais des salaires fixes. J'étais dans des teams où ils me payaient fixe plus des pourcentages. Mais c'était pas. C'est voilà. intéressant. C'est pas énorme. Sachant que par exemple, Dan, il prenait des millions. Anderson aussi, il prenait des millions. Mais c'est pas. Oui, au final, t'es pas non, rétribué au niveau de. C'est hyper instable. Mais quelque part aussi, ça te renforce. Parce que cette instabilité, elle te renforce mentalement. Ouais. Moi, je peux te dire que tu peux t'adapter. Quand tu es par exemple en France, tu te retrouves au chômage, tu es mort de rire. Putain, tu as de l'argent qui tombe tous les mois, tu as le temps de chercher. Oui, bien sûr. Tu sais que moi, quand j'avais arrêté avec la Team Quest, on avait arrêté au bout de 4 ans, tu sors, tu n'as rien. Tu as 15 jours pour trouver un taf, mon ami. Tu as toute ta famille qui dépend de toi, tu es en Californie. C'est pas pareil. Tu es dans l'urgence. Tu es dans l'urgence, donc là, tu as la pression. Que là, non, tu es tranquille, tu réfléchis. Là, j'ai été sollicité par pas mal de monde, mais j'ai pas trouvé que pour l'instant ça m'intéressait. Parce que moi, honnêtement, je demande un salaire très haut. Tu mérites le salaire, voilà, tout ça que tu je vais pas, je préfère aller. Attends, c'est pour vous dire, aux États-Unis, il y a un moment, j'ai fait même un business de crêpes. Hein. Ça, c'était réel. C'est-à-dire que ah bah ouais. Mais ça marche, les crêpes partout dans le monde. Ma femme, je l'ai envoyée en France, elle a fait une formation de crêpes avec mon fils. On a monté une petite baraque de crêpes. Ouais. Et je te jure, j'étais hyper populaire, mec. Je mettais le béret. Je m'étais plus connu en tant que. Non, mais tu fais, bon, j'étais dégueulasse pour faire la crêpe, tu vois. Ma femme, elle faisait le mortel et tout. Et en fait, les mecs, ils arrivaient, hey, Daniel, what's up, man? Et on rigolait, tu vois. Mais par contre, c'était fatigant. Et je faisais coach et je me faisais de la thune. Mais oui, mais en fait, tu sais, tu crées des trucs, quoi. Tu te bouges, quoi, tu vois. Ouais, t'as pas le choix, quoi. Ah ouais, t'as pas le choix, il faut que faut que tu ramènes, parce que attention, c'est compliqué. Et par rapport à ça, on sait que l'UFC, on va pas dire c'est des radins, mais limite quoi. Ils sont, en termes de salaire concernant les combattants, ils y vont pas, ils y vont un peu au lance-pierre, surtout pour les débutants. Les débutants, mais ça reste quand même le show le mieux payé. Oui. Quoi qu'il arrive, quoi. Parce qu'on voit, en fait, dans le MMA. Dans le MMA, si on compare à la boxe, c'est autre chose. Mais par exemple, le Muay Thai, c'est pire. Hein. Oui. Le Muay Thai, les mecs combattent au NFC, ils ont 150 combats, ils prennent 10 000. C'est une misère, 10 000 $, hein, donc c'est pas des euros. Est-ce que tu conseilles un jeune qui a 15-16 ans et qui se dit je vais être combattant pro? Est-ce que tu le conseilles à aller dans cette voie? Ou est-ce que tu lui dis vraiment forcément c'est hyper compliqué, mais c'est... Je le conseille d'y aller parce qu'il faut faire ce que tu as envie de faire. On n'a qu'une vie. Je ne vais pas lui dire non, fais pas, fais-le. Mais essaie d'avoir un plan B. C'est ça. Tu vois, mais le problème en France, tu l'as le plan B. Aux États-Unis, tu ne l'as pas. J'avais un petit combattant mexicain, écoute. Je le kiffais, il me suivait partout. 13 combats amateurs, 12 KO. Je l'ai pris de 0. Je te jure, une boxe, il était magnifique à voir. Après, il est passé pro, c'est plus compliqué, parce que c'était un peu plus compliqué. Et je lui disais, je me rappelle, il s'appelait Tommy. Il avait toute sa famille, les Mexicains et tout, les Mexicains-Américains. Et lui, et je sais que c'est dur pour eux. Tu sais, je voyais mon fils, quoi, ça me faisait de la peine. Tout, en fait, sur, ils misent tout, tu te blesses. Et aux États-Unis, t'es mort. Je lui disais, écoute, Tommy, je lui dis, il faut que tu fasses une formation à côté, mec. Fais policier, ça va te. Et je lui ai tellement pris la tête. Voilà, il est devenu policier, tu vois. J'ai perdu de vue, mais tu sais, ça m'a fait plaisir. Je ne pouvais pas le laisser, surtout aux États-unis, des familles compliquées, tu vois. Et il s'est formé police, moi ça me fait plaisir. J'ai conseillé, je kiffais lui. D'ailleurs, l'un de tes combattants, Mathieu, justement, qui disait que lui aussi, il a continué ses études, justement, si demain il ne peut plus combattre, au moins il a quand même un bagage. Il faut un plan B, quoi. C'est pas une carrière de combattant, quoi qu'il arrive, ça reste compliqué, quoi. Et ça reste court. Et gagner, même si tu gagnes 10 000, à un moment donné, les impôts qui passent aussi. Hein. C'est clair. Non, mais en France, encore, ça va. Il y a des pays, c'est un peu radical, comme le Brésil, comme les États-Unis. T'as rien, quoi. Je veux dire, les mecs, ils vont jusqu'au bout de leur truc. Hein. Ils ont que ça. Et des fois, il y en a, ils n'y arrivent pas. Hein. Donc, ouais. Non, c'est une vie un peu de bohème. Hein. Mais franchement, tu t'éclates. Franchement, tu t'éclates. Hein. Aujourd'hui, toi, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter
ce que tu n'as pas fait et que tu aimerais encore faire? Bah déjà, de vivre vieux, déjà, tu peux me sauter. Bon, rien de spécial, de continuer. Moi, en fait, je te dis, j'avance combat par combat comme les combattants. Et on va voir jusqu'où on va comme ça. C'est sûr que ça serait bien. En fait, ce qui serait vraiment le top, c'est de faire gagner, par exemple, à Benoît une ceinture du UFC. Là, tu prends de zéro, tu la ramènes à la ceinture. Bah là, au final. Mais regarde les yeux, non, brillent. Là, ça serait un truc de malade. Bah oui. Parce que tu l'as repéré. Oui. Ouais, voilà, j'ai fait zéro. Mais déjà, là, ce que j'ai fait, déjà, c'est. Et pour le coup, tu l'as repéré, parce que c'était la 5e roue du carrosse, entre Voilà, guillemets. je l'ai repéré, je l'ai suivi, coup, je voilà. me suis quand même investi, quoi. Parce que Oui. tu n'y arrives pas comme ça. Même si tu as du talent, c'est pas comme ça. Non, il faut un coach derrière. et quel Il faut être coach. guidé. Il faut être guidé. Ouais. Il faut être guidé. Bah, pour ceux qui veulent faire du MMA, allez voir M. Voirin, vous demandez des conseils. Ouais, mais moi, en fait, je fais pas de. Non, vous demandez des conseils, c'est tout. Ouais, parce qu'en fait, il y en a plein, je fais pas de. Plus de coaching, des Si, conseils. je peux faire du coaching, mais je prends une blinde et généralement, ils disent non. Non, en France, ils sont un peu crevards en France. T'as vu, pour payer un pay-per-view 3 €, le mec, il pleure. Par contre, pour aller taper, pour aller taper une bière ou ça, aller c'est acheter vrai. un petit morceau de touchy, le mec, il va lâcher un billet. Là, c'est vrai. Non, t'as raison. Parce que. Ici, ils n'ont pas la culture du. C'est pas comme. Si tu veux, des fois, il faut payer pour supporter le gars qui combat. Puis Quand ça tu lui sais que revient quand aussi un petit peu, tu sais ça quand l'aide tu achètes un des peu, pay-per-view dans n'importe quel show, ils voient d'où ils viennent, de quel pays. Donc ils voient par rapport à la popularité du gars. Tu penses qu'il y a un UFC qui se fait en France, qui se fera en France assez bientôt? Logiquement, on devrait avoir un Benoît Saint-Denis qui devrait combattre. Bah oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Français à l'UFC. Ouais, je pense, sûr. Ouais. Et tu penses pas que dans le cadre préliminaire, on pourrait peut-être aussi avoir un Jorik Montagnac? C'est possible parce que regarde, j'avais fait un UFC à Singapour. J'avais fait un UFC à Singapour avec Tarek Safedine. Il faisait le main event. Et je regardais Singapour, il n'y a pas trop de combattants. Ils prenaient des Malaisiens et tout. Il y a des mecs qui rentraient avec 0-0. D'accord. Parce qu'en fait, oui, il fallait qu'ils remplissent la carte. C'est-à-dire qu'en fait, l'UFC, ils font ça, mais tous les shows font ça. Si c'est dans le pays, il faut qu'ils ramènent des gens du pays. C'est pour que les gens ils remplissent, ils viennent voir leurs potes. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Et je pense qu'en France, c'est possible qu'ils signent des gars. Comme tu as vu là, le Bellator, ils prennent des Français comme Mathieu Condéen. Parce qu'en fait, ils veulent ramener le public français. Le public français qui Voilà. les suit. Tu vois. Et je pense que c'est possible. Est-ce que les organisations françaises d'ailleurs sont assez fortes aujourd'hui pour pouvoir monter des combattants français à des plus hauts niveaux? Parce qu'il y a besoin d'aujourd'hui encore d'aller à l'étranger, combattre au Cage Warrior par exemple, ou aller dans d'autres organisations. Je pense qu'ils peuvent monter leur cartel, on va dire, et après ils peuvent signer dans les grands sogas. Ouais. En fait, si tu as ta propre orga, c'est ce qu'ils font généralement, il faut monter les gars. Mais c'est pas sûr qu'ils aillent à l'UFC. C'est tellement aléatoire, Oui, en fait, l'UFC, tu le vois bien. Il faut qu'il y ait quand même une prise de risque. Benoît, il a été à l'UFC, pourquoi? Il y a une prise de risque, il a pris des mecs solides. Tu vois ce que je veux dire? Il a pris vraiment des mecs solides. Donc il y a eu une prise de risque. En plus, il les a terminés à chaque fois avant la limite. Et voilà, comme il dit souvent, qui ose gagne. Mais c'est ça. Il y a un moment, il y a une prise de risque et il y en a. En fait, le problème de la France, c'est que, en fait, les Français se sous-estiment et tu sais, ils sont trop dans la retenue. Tu vois? Moi, je suis pas dans la retenue. Le mec, il peut signer à l'UFC, on signe direct, on y va, mon gars. Et après, on voit sur place. Tu peux faire ta carrière à l'UFC. C'est-à-dire que tu peux construire ta carrière à l'UFC. Tu vois, en plus, tu as le temps. Mais oui, déjà les gars, non, l'UFC, non. Tu as 3 combats, 4 combats et tu as le temps. Il faut qu'il y ait une prise de risque. On avait eu Jake Congo en interview, il nous disait les jeunes rêvent tous du UFC parce que c'est l'organisation numéro 1, mais qu'il n'y a pas que l'UFC. Oui, il disait tu peux avoir une carrière en dehors de l'UFC. Exactement. Et il parlait du One. Ben regarde, on voit Saladin au KSW qui performe. D'ailleurs, on ne parle pas beaucoup de lui, alors que le gars, c'est quand même. Nous, on aimerait bien l'avoir. C'est une pointure. Saladin, franchement, pour moi, c'est l'un des meilleurs combattants français. C'est une pointure. C'est clair. Et il gagne bien au KSW, pourquoi tu veux qu'il aille à l'UFC? Et d'ailleurs, c'est sous-estimé le KSW. Oui, mais il prend des bons cachets. Pourquoi tu veux qu'il aille à l'UFC? Non, mais c'est vrai, mais pour le coup, très bon combattant. Ah oui, et je pense qu'il irait loin à l'UFC. Il prend son temps. Il est jeune. Il est jeune. Il est jeune. Dernière question, parce qu'on a des milliers de questions encore à poser, Daniel. Il faudra revenir, Daniel. Tu vois, pareil, pour Cise Échec, il nous disait que c'est bien qu'il y ait l'aguisation du MMA en France, les orgas qui arrivent et tout, mais que parfois, souvent, les combattants français, ils manquent d'encadrement. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et est-ce que toi, avec ta vision et toute l'expérience que tu as, tu auras sûrement en plus à leur apporter? Qu'est-ce que tu leur apporterais? Ah oui, moi je leur apporte une méthode de travail. Il y a beaucoup de monde qui viennent s'entraîner avec moi qui prennent un peu ma méthode. Moi j'ai une méthode de travail qui est élaborée. Tu penses que c'est encore amateur en France? En fait, je pense que c'est pas que c'est amateur.
on a des bons pédagogues, mais je pense que des fois, je pense qu'ils en font trop et ils veulent trop copier ce qui se passe ailleurs. Mais des fois, toi-même, tu peux faire des trucs. En fait, ils vont pas assez à l'essentiel. Voilà, c'est-à-dire que c'est trop de. On voit bien la prépa physique, ils commencent à faire des trucs, tu sais, c'est des trucs qui servent à rien. C'est plus dans la com, alors qu'il faut aller à l'essentiel. Il faut travailler tes fondamentaux, la base. Et ouais, je pense qu'ils se compliquent trop. Tu sais, les Français, ils sont trop cérébraux, on va dire. Tu sais, c'est trop. Faut que ça soit parfait. Ils vont te montrer une technique, ils vont te montrer 25 variantes. C'est mon ami. Ouais, tu mets la tête là, tu mets le truc. Eh, mon ami, déjà, passe quand jamais, tu. ça, déjà. Le mec, déjà, et le mec, il a complètement déconnecté. Là. Tu vois, donc arrête, monte une technique et répète-la des milliers de fois. Tu vois, ils sont trop. Et le cardio, ça se travaille à la cage, à l'intérieur. Exactement. C'est pas le même, c'est facile d'aller courir. Non, c'est mais pas t'as pareil. pas le stress, Non, t'as c'est pas la pas pression de l'autre et c'est pas la même chose. Oui, voilà, exactement. Ils ont je pense que ils veulent bien faire, mais voilà, ils sont trop dans l'image, je pense. Tu vois, ils sont pareils. Mais c'est normal. Il y en a, ils manquent beaucoup d'expérience. Ils ont les bonnes paroles, ils ont des bons termes. C'est-à-dire quand ils te vendent le truc, c'est joli. Oui. Tu vois, mais derrière, la après, mise en œuvre, c'est pas- voilà. Moi, je suis pas toujours, je veux dire, je suis pas toujours académique dans mes pas. D'accord. J'ai pas à me parler. Moi, je viens de la rue à la base. Hein. J'ai pas étudié longtemps. Bon, j'ai un brevet d'État. Mais si tu veux, moi, je vais à l'essentiel. Hein. Je suis pas là pour, je vais pas te vendre du rêve, quoi. Tu vois, donc, tu vas pas t'attendre à un discours. Oui, je vais te mettre à l'UFC. Tu veux aller à l'UFC, mon ami? Viens déjà t'entraîner déjà. Hein. On fait un combat et on voit après. Parce que moi j'en ai vu plein qui veulent combattre déjà et quand tu trouves un combat ils sont plus là. Donc voilà, donc il faut y aller doucement mais sûrement. Ça roule. Merci beaucoup. Merci Daniel, à vous, les gars. Encore une fois. Merci à vous, les gars. Gilles. Merci Luigi. Merci au bar La Légende. Merci si vous avez kiffé cette interview. Ben, je pense que les pouces, là, vous êtes obligés de les mettre avec tout ce que Et puis en Daniel plus nous le a- Perrier il défonce avec le chiffre. Le bar La Légende, le Perrier. Merci beaucoup. Daniel, on va te laisser le mot de la fin. Donc on est la bagarre, comme tu as compris le principe et le concept. On a un proverbe, En tout cas, c'est notre phrase de fin. une phrase de fin. On dit la bagarre oui, mais dans la rue, c'est mal. Donc si tu pouvais soit la dire ou soit la dire à ta façon. Grosso Ce sera le mot de modo, la fin. on se cogne, il n'y a pas de souci, mais pas dans la rue, parce que dans la rue, il n'y a pas de règles. Et Voilà, ça fait mal. vous avez tout dit. Hein. La rue, on passe dans un autre univers. Il ne faut pas se battre. Une bagarre, dans la rue, on sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça termine. Exactement. Moi, j'ai déjà eu des histoires, donc on s'entraîne à la salle, ok, on se frappe à la salle, on fait ce qu'on veut, avec bien sûr adapté, hein, avec les bonnes techniques. Dehors, respect, hein, ça c'est important. Parfait. Merci Daniel. Merci à vous les gars. Merci à vous.